Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du professeur Kani. Bonjour professeur, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. On sait que vous êtes fort occupé. Avec plaisir. Eh bien, je vous propose de commencer avec la première question. Donc, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le microbiote intestinal? Alors, le microbiote intestinal, qu'on appelait anciennement la flore intestinale, c'est en fait l'ensemble des micro-organismes qui résident dans notre intestin. Ce sont à la fois des bactéries, des virus, des champignons, mais aussi parfois des parasites, qui vivent en symbiose avec nous. Ça représente environ 100 000 milliards de bactéries, si on parle uniquement des bactéries. Et en fait, ce chiffre évidemment est incroyable, mais on pourrait le comparer à au moins autant de cellules que nos propres cellules humaines, si on ne tient pas compte des globules rouges. Vous imaginez, si on ne tient pas compte des globules rouges, on a 10 fois plus de cellules bactériennes dans notre intestin. Donc si je résume, un grand nombre de micro-organismes, pas uniquement des bactéries, mais c'est là-dessus que moi je me concentrerai. D'accord. D'accord. Et en quoi avoir un bon microbiote intestinal peut impacter notre état de santé? Alors, avoir un bon microbiote intestinal, déjà, c'est très très difficile de pouvoir dire ce qu'est un bon microbiote intestinal parce que la réponse n'est pas aussi simple aujourd'hui. Malgré les milliers d'études qui étudient la composition du microbiote intestinal chez différentes personnes, il est clair que cette composition est différente même chez des personnes qui sont apparemment en bonne santé. En d'autres mots, en quelque sorte, si vous voulez, votre microbiote intestinal vous est propre, un peu comme une empreinte digitale. On pourrait distinguer les différentes personnes par la composition du microbiote. Cela étant dit, lorsqu'on regarde la composition du microbiote intestinal entre des sujets dits en bonne santé et des personnes qui auraient des pathologies, que ce soit des maladies inflammatoires de l'intestin ou différentes maladies associées à des situations métaboliques comme l'obésité, le surpoids, évidemment le diabète de type 2, on retrouve là des compositions de microbiote tout à fait différentes. D'où l'idée qu'il y aurait ce qu'on appelle parfois une dysbiose. Alors c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui correspondrait au fait de dire que la composition du microbiote d'un sujet qui est dit malade est différente d'un sujet sain. Mais de là à dire qu'un bon microbiote existe et que donc lister l'ensemble des bactéries vous permettrait de déterminer si vous êtes en bonne santé, ce n'est pas aussi simple. Par contre, ce qu'on pourrait qualifier d'un bon microbiote intestinal malgré tout, c'est un microbiote qui nous aide évidemment à vivre en symbiose parfaite avec lui. En d'autres mots, il faut savoir que ce microbiote a différents rôles, évidemment. Il va jouer notamment sur la digestion et va contribuer à digérer toute une série d'aliments et de nutriments que nous ne sommes pas capables de digérer avec nos propres enzymes digestives. Et quand vous avez un défaut, par exemple, dans certaines bactéries, ben vous pourriez moins bien digérer certains constituants d'alimentation. Et donc là, on pourrait rentrer dans une définition de microbiote moins bon. Même chose pour certaines bactéries qui produisent des vitamines, comme la vitamine K ou encore des vitamines du groupe B ou certains métabolites intéressants qui dialoguent avec nos cellules. On pourra d'ailleurs en discuter un peu plus par après si vous le souhaitez. Pas de souci. Donc, quels sont les facteurs qui impactent notre microbiote? Alors, notre microbiote, il est en fait sous l'influence permanente de toute une série de facteurs. Le premier facteur qui probablement influence fortement notre microbiote intestinal, c'est notre alimentation. Puisque notre alimentation va en partie être en contact avec les bactéries. Donc, comme je le disais précédemment, certains nutriments vont échapper à la digestion par nos propres enzymes digestives. C'est le cas de certaines fibres, mais pas uniquement. Certains constituants comme les polyphénols de fruits également, certaines graisses vont influencer la composition en acide biliaire et de ce fait influenceront aussi le microbiote. Je rentrerai un peu plus dans les détails par après. Il y a d'autres facteurs évidemment qui influencent notre microbiote, c'est notre système immunitaire qui est en permanence en dialogue avec ce microbiote et donc cette symbiose qui normalement
fait que tout fonctionne bien, correspond à une certaine pression, si vous voulez, de notre système immunitaire pour réguler la composition du microbiote intestinal. Donc notre génétique aussi pourrait avoir un impact et toute une série d'autres facteurs environnementaux comme la prise de certains médicaments, également l'influence de notre activité physique joue de façon primordiale sur la composition du microbiote. Donc vous voyez qu'il y a toute une série d'informations et toute une série de facteurs qui pourront jouer sur la composition de ce microbiote intestinal au final. Merci. Suite aux facteurs que vous nous avez cités, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour favoriser le développement d'un bon microbiote intestinal? Alors clairement, quand on regarde ce qui se passe dans la littérature, et on a contribué il y a un peu plus de 15 ans à certaines de ces découvertes, notre alimentation telle qu'on la considère comme étant normalement saine est une alimentation qui contiendrait un certain nombre de nutriments intéressants comme des fibres alimentaires, mais également des constituants qu'on retrouve dans les fruits et les légumes comme les polyphénols. Donc ces constituants alimentaires sont clés, ces fibres, qu'elles soient fermentescibles ou non fermentescibles, auront un effet bénéfique sur la composition du microbiote, et d'ailleurs on pense que certains effets bénéfiques qui sont démontrés depuis des dizaines d'années lorsque l'on ingère des fruits et des légumes pourraient en partie passer par cette influence des fibres sur le microbiote intestinal, mais également l'influence des polyphénols qu'ils contiennent, ces fruits et ces légumes. Puisque ces constituants qui donnent, vous savez, les polyphénols, c'est ce qui donne cette couleur caractéristique aux fruits et aux légumes, ils peuvent être utilisés par certaines bactéries de l'intestin et peuvent avoir un impact cette fois-ci bénéfique. Alors les graisses, qui sont aussi clairement des constituants sur lesquels on va avoir une attention particulière, peuvent avoir à la fois des effets très délétères ou des effets bénéfiques. Et là, je ne vais rien vous apprendre, on va rester de nouveau dans ce qu'on connaît depuis très longtemps, mais on connaît un peu mieux maintenant les mécanismes. Les graisses dites saturées, on a démontré il y a déjà une quinzaine d'années dans mon laboratoire que ces graisses avaient une influence très importante sur la composition du microbiote, et cette fois-ci délétère. En effet, ces graisses vont modifier la composition du microbiote intestinal en l'appauvrissant certaines bactéries qui pourraient être intéressantes et en l'enrichissant en d'autres bactéries qu'on ne souhaiterait pas trop voir se développer dans notre intestin. À l'inverse, les fameuses graisses dites enrichies ou riches en acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 ont également démontré des effets très intéressants sur la composition du microbiote intestinal. Et donc on en revient quelque part à ce qu'on nous a toujours appris et qu'on continue à essayer de prôner, c'est une alimentation équilibrée dans laquelle le choix à la fois des fruits, des légumes, des fibres et donc des sucres et des sources de glucides, mais aussi les sources que pourraient être cette fois-ci les graisses, constituent donc des nutriments vraiment importants pour la composition du microbiote intestinal. Alors ça paraît très bateau ce que je dis ici parce qu'on a l'impression qu'on nous rappelle simplement les bases d'une alimentation équilibrée. Et je pense effectivement que c'est ce qu'il faut faire, mais aujourd'hui, grâce à la connaissance plus précise de la composition du microbiote intestinal et ses interactions avec les nutriments dont on vient de parler, eh bien on a plus d'éléments pour mieux expliquer pourquoi ces nutriments sont soit délétères sur la composition du microbiote, j'entends les graisses saturées par exemple, ou le manque de fibres, ou à l'inverse, l'enrichissement en certains polyphénols ou certains fruits ou certains légumes plus simplement. D'accord. Vous travaillez donc sur une bactérie bien particulière, la bactérie Akkermansia. Donc lors de vos recherches, comment avez-vous été amené à investiguer cette bactérie? Alors Akkermansia, c'est vraiment une histoire qui m'est arrivée par chance. Il faut savoir qu'en science, théoriquement, on a des hypothèses, on réfléchit à la mise en place d'expériences pour répondre à certaines de ces hypothèses. Et j'ai commencé à travailler donc, dans le laboratoire de métabolisme et nutrition au début des années 2000, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Il faut savoir que c'est dans ce laboratoire que le professeur Marcel Robert Froid a été le premier à proposer le concept de prébiotiques. Donc, vous savez, ces prébiotiques, ce sont ces constituants alimentaires qui vont être sélectivement utilisés par certains micro-organismes et qui auront un effet bénéfique sur la santé. Donc, ce concept est né dans le laboratoire. Moi, je suis arrivé là, et à l'époque, le professeur Nathalie Delzen était une jeune professeure. On a commencé à travailler, à étudier l'impact de ces prébiotiques sur la santé.
Et lorsque nous avons commencé à pouvoir accéder plus spécifiquement à des techniques d'analyse beaucoup plus précises du microbiote intestinal, j'entends ici non plus simplement de la culture ou de l'observation sous microscope, mais des techniques dites de séquençage à haut débit. Donc on a séquencé, si vous voulez, le génome du microbiote, comme on l'a fait pour le génome humain. Donc là, je parle des années 2006-2007. Eh bien, j'ai observé à cette époque-là, avec une de mes doctorantes, que l'alimentation riche en graisses saturées, chez les animaux de laboratoire d'abord, entraînait la diminution de bifidobactéries, qui est une bactérie bien connue ayant des effets bénéfiques sur la santé, mais aussi une diminution d'une autre bactérie qu'on ne connaissait pas du tout, Akkermansia. Et à l'inverse, la prise de prébiotiques, et là on parle à la fois d'oligofructose et d'inuline, entraînait une augmentation vraiment importante de cette bactérie. On parle de 100 à 1000 fois selon les protocoles. Donc c'était une simple observation, on ne connaissait pas Akkermansia du tout, et on a décidé de s'intéresser un peu plus près à cette corrélation. En d'autres mots, quand les animaux étaient obèses et diabétiques, ils n'avaient quasi plus d'Akkermansia, et quand ils étaient en présence de prébiotiques, ils allaient nettement mieux, ils avaient plus de cette bactérie. Quand on s'est attardé à cette corrélation chez l'homme, on a pu observer le même type de corrélation. C'est-à-dire que les sujets en surpoids ou obèses possèdent moins d'Akkermansia, les sujets diabétiques de type 2 aussi, et donc cette corrélation inverse laissait suggérer peut-être une interaction. Évidemment, une corrélation, c'est une corrélation, ça ne démontre absolument pas la causalité. Et donc ça, c'est vraiment le démarrage de l'histoire, simplement une observation qui m'a poussé à aller un peu plus loin. Et je dois dire que j'avais la chance à ce moment-là déjà de collaborer avec le papa d'Akkermansia, qui est le professeur Willem de Vos. C'est lui qui l'a isolé en 2004, donc c'est quand même relativement récent. Et en discutant avec lui, en ayant fait ces observations, il m'a dit, écoute Patrice, j'ai la possibilité évidemment de cultiver cette bactérie, ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même seulement 30% des bactéries de l'intestin qu'on a réussi à cultiver aujourd'hui. Et il me dit, on peut, pourquoi pas, essayer de l'administrer aux animaux de laboratoire. Et c'est ce qu'on a réalisé. Quand on a administré cette bactérie aux animaux de laboratoire, en vue de restaurer, si vous voulez, le taux d'Akkermansia qui était diminué à cause des régimes riches en graisse, on a observé des effets bénéfiques sur la santé de ces animaux, c'est-à-dire qu'ils gagnaient moins de poids, moins de masse grasse et avaient moins d'inflammation, une meilleure barrière intestinale et une amélioration de leur métabolisme glucidique et lipidique. Et tout a continué à partir de ce moment-là, il y a maintenant déjà plus de 10 ans. D'accord. Quelles sont les pistes ou les hypothèses pour expliquer l'effet protecteur de Akkermansia? Alors, Akkermansia, il y a plusieurs hypothèses qu'on a réussi à démontrer au cours de ces 10-12 dernières années. La première hypothèse et le premier mécanisme que nous pensons être clé, c'est le fait qu'Akkermansia a un rôle bien particulier et elle vit à un endroit bien particulier dans l'intestin, c'est-à-dire qu'elle vit au niveau de la couche de mucus qui tapisse les cellules épithéliales de l'intestin. Ça, c'est très particulier parce que la plupart des bactéries se retrouvent dans la lumière et ne sont pas véritablement associées ou accrochées à cette source comme étant une source alimentaire, ce qui est le cas pour Akkermansia. Et donc, elle va, à cet endroit-là, avoir une relation privilégiée avec nos cellules, avec nous, puisqu'elle entame un dialogue avec non seulement le système immunitaire, les cellules épithéliales et notre organisme, mais elle se retrouve aussi en quelque sorte à un endroit qui est une frontière, qui est une barrière par rapport aux autres bactéries qui se trouvent dans l'intestin, dans la lumière intestinale. Et on a pu démontrer de manière très probante dans de nombreuses études qu'Akkermansia, en vivant à cet endroit-là, permettait de restaurer une couche de mucus qui permettait de maintenir à une certaine distance les bactéries et donc de protéger l'intestin en quelque sorte d'une invasion de bactéries qui ne devraient pas s'y trouver et qui pourraient avoir un impact cette fois-ci sur la barrière intestinale. En effet, il y a une quinzaine d'années, quand on a découvert qu'au cours de l'obésité, du diabète de type 2, il y avait plus d'inflammation, mais que cette inflammation pouvait être associée à une augmentation de la perméabilité intestinale et la translocation de certaines toxines venant de l'intestin, on a essayé de comprendre pourquoi et comment cela pouvait se développer et quels pouvaient être les outils qui nous permettraient d'améliorer ces situations. Eh bien, Akkermansia permet donc de renforcer cette fonction barrière de l'intestin. Ça, c'est un premier rôle. Un second rôle que Akkermansia possède, c'est de manière naturelle, quand on l'a dans l'intestin, c'est la production de certains métabolites
comme les fameux acides carboxyliques à chaîne courte ou acides gras à chaîne courte, dont on parle assez souvent, l'acétate, le propionate et le butyrate, et Akkermansia produit du propionate. Et ce propionate a été également clairement démontré comme étant un métabolite dialoguant avec nos cellules et notre système immunitaire. Et des données très récentes du laboratoire et d'autres laboratoires démontrent que dans cette situation, Akkermansia permet non seulement d'avoir un impact sur la production d'hormones qui régulent le métabolisme glucidique et l'insulinosensibilité, mais aussi d'influencer le système immunitaire. Donc, on revient à cette histoire de barrière en local au niveau de l'intestin. Parmi les autres mécanismes, on pense, et là on a quelques évidences expérimentales, on pense qu'elle pourrait, grâce à certains constituants qui se retrouvent sur Akkermansia, et plus précisément à l'extérieur d'Akkermansia sur des petits organelles qu'on appelle des pili, Akkermansia arriverait à dialoguer avec nos cellules immunitaires également, et il y a une protéine qu'on a isolée qui s'appelle AMUC1100, et cette protéine semble pouvoir répliquer une partie des effets bénéfiques de la bactérie. Donc voilà une des nombreuses pistes que l'on a réussi à explorer pour l'instant et qui nous laisse penser que le démarrage de l'histoire serait la barrière intestinale. Mais très récemment, cette année en 2020, dans le cadre de la thèse de doctorat de Clara de Pommier, on a également démontré en fait qu'Akkermansia modifiait le métabolisme énergétique, c'est-à-dire qu'elle influencerait l'absorption de certains nutriments et notamment diminuerait l'absorption de certains sucres dans l'intestin, et ceci s'accompagnerait par une augmentation de l'énergie perdue dans la matière fécale. En d'autres mots, on arriverait à modifier l'absorption des sucres. Ceci a un impact peut-être sur le taux de sucre dans le sang, donc sur la glycémie et la tolérance au glucose. On a vu que Akkermansia améliorait cette tolérance au glucose, et en plus peut-être aiderait à faire échapper en quelque sorte certains sucres dans la partie intestinale et seraient éliminés ou fermentés par les bactéries. Voilà, donc certains mécanismes, on n'a pas encore tout compris, mais ceci pourrait probablement avoir un impact intéressant et expliquer les effets bénéfiques de la bactérie. D'accord, je vous remercie. C'est des recherches très intéressantes. Merci. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Je vous remercie pour votre temps, professeur. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée et des bonnes recherches. Merci, bonne continuation à vous et prenez soin de votre intestin, comme j'ai l'habitude de le dire, in gut we trust. À bientôt.